Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers et également à l'actualité des crypto-monnaies. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir tous les jeudis désormais de retrouver Mohamed Ganet, fondateur de MyScaline. Mohamed, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Mohamed d'être avec nous ce matin. Mohamed Ganet, vous êtes donc fondateur de MyScaline, spécialiste des marchés crypto. L'actualité un peu chaude là ce matin, c'est le Bitcoin qui flirte de nouveau avec les 73 000 $. La raison, on la connaît, ce sont les frappes en Iran qui ont repris. Oui, entre autres. Après, c'est vrai que depuis un peu plus d'une semaine, c'est quand même mou sur les cryptoactifs. On s'était arrêté sous la résistance des 82 000, 83 000 $ dont je parlais il y a déjà quelques semaines. Et depuis, on a un retracement sur le Bitcoin, un petit peu dans le sens inverse de ce qu'on avait eu entre les 66 000 et les 82 000 $. Là, on baisse en mode escalier avec une volatilité implicite qui reste quand même très faible, puisqu'on reste entre 35 et 40. Et sur des niveaux de volatilité qu'on avait, par exemple, l'été dernier, quand le marché était plutôt haussier. Là, on est baissier, on garde une volatilité implicite faible et avec des volumes qui restent quand même assez limités. Donc, on est monté un petit peu dans le vent et on descend un petit peu dans le vent, je dirais, par manque de densité dans les carnets d'ordre et notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum. On en reparlera peut-être un petit peu après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le graphique n'est pas forcément hyper positif quand on regarde le BTC. Moi, la dernière résistance à 75 000 était devenue un support. On s'était appuyé dessus il y a quelques jours, on est revenu dessus hier et aujourd'hui, on la casse. On est en train de la casser puisqu'on est autour des 73 000 $ en ce moment. Et le gros niveau en dessous, si on venait accélérer la baisse, là, c'est le niveau des 66 000 $ qui est pour moi une zone d'achat dans un horizon moyen-long terme qui peut être effectivement intéressante. Après, voilà, ça n'empêche pas que les institutionnels continuent d'acheter. On a eu encore des achats de stratégie les semaines dernières. On a Bitmain qui continue également d'accumuler de l'Ether. Donc, les institutionnels gardent toujours sur un horizon moyen-long terme une stratégie offensive plutôt d'achat. Et on a plutôt un marché en ce moment, on le voit, comme vous le dites, sur le Bitcoin, là, des personnes qui dérisquent un peu leur portefeuille en ce moment, donc qui vendent plutôt leurs cryptoactifs. On le voit sur Bitcoin, Ethereum, mais on le voit aussi sur pas mal d'autres altcoins qui avaient bien rebondi il y a 2 semaines. Il y a certains altcoins qui avaient fait plus de 30, 40, 50% de hausse en quelques jours. Et ça s'est tout de suite arrêté. Il y a eu tout de suite des ventes, des prises de profit derrière qui ont eu lieu, à la fois sur les produits dérivés, mais aussi sur le marché spot. Donc on a un marché crypto qui patine et qui a du mal à progresser à la hausse. Le recul de la dominance du Bitcoin par rapport au stablecoin, libellé en dollars, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils le sont quasiment tous, mais il semblerait, alors c'est TradingView qui a publié ces données-là, qui dit que la dominance du Bitcoin est passée d'un pic de 61,3% à désormais moins de 60%. Est-ce que les investisseurs, comme vous le dites, qui passent en risk-off sur leur portefeuille, vendent du Bitcoin pour acheter du stablecoin? Ça a du sens? C'est le graphique que je vous partage à l'écran. Vous voyez, la résistance des 61%, c'est celle que j'ai traitée il y a déjà plusieurs mois et que je surveillais. On est venu un petit peu en dessous là, début mai. On n'a pas eu de clôture franche vers le haut avec une vraie cassure, donc une vraie dominance du Bitcoin qui est revenue sur le marché des cryptoactifs. Et là, on est en train de rebaisser. Donc, on rebaisse pas parce que les BTC sont convertis en altcoins, mais parce qu'ils sont principalement convertis en stablecoins, donc essentiellement USDT en dehors de l'Europe et USDC en Europe. Donc effectivement, quand les investisseurs et spéculateurs dérisquent leur portefeuille, ils ont plutôt tendance à rebasculer en stablecoins. Donc c'est plutôt, on va dire, cohérent avec ce qu'on voit en ce moment sur la Bitcoin dominance qui rebaisse un petit peu. Mais ça, la baisse reste malgré tout assez faible, assez modérée. Les bougies sont très petites, de très faible amplitude. Donc on a vraiment une activité en ce moment sur les cryptoactifs qui est très faible. On avait eu un début de réveil il y a 2 semaines et ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4-5 jours. Et depuis, le marché ne bouge plus ou baisse. Donc, c'est pas forcément à court terme, en tout cas, des signaux optimistes de mon côté. Ok, alors un signal peut-être optimiste à long terme, c'est la capitalisation cumulée des stablecoins qui a atteint un peu plus de 322 milliards de dollars. C'est gigantesque et surtout ça doit être rapporté aux réserves de change officielles de l'ensemble des pays. 322 milliards de dollars, c'est plus que les réserves de change officielles de 95 nations, ce qui pourrait laisser supposer que les stablecoins soient devenus un moyen de paiement presque
courant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, cette information-là, vous la validez? Est-ce que, effectivement, on peut, raisonner de cette façon-là? Oui, je suis tout à fait en phase avec cette analyse. On a eu une vraie accélération ces 2-3 dernières années. On a une capitalisation des stablecoins qui a été presque multipliée par 3. Donc on a un vrai intérêt présent sur l'utilisation de ces actifs, principalement Tether et l'USDC, hein, donc des entreprises privées aux États-Unis. C'est eux qui dominent le marché aujourd'hui. Ils se déploient sur la plupart des blockchains Layer 1 et également les Layer 2 que vous pouvez trouver sur Ethereum. Et vous avez notamment la blockchain Avalanche que je suis moi depuis sa création il y a maintenant 4-5 ans, qui malheureusement le token a du mal à reprendre des couleurs, mais une blockchain qui est quand même très utilisée sur tout ce qui touche à la tokenisation des actifs réels et aux blockchains, on va dire, personnalisables par les institutionnels. Et c'est vrai qu'on a eu une hausse, notamment sur cette blockchain ces dernières semaines, hein, d'arrivée de volume de stablecoins. Donc 300 milliards plus de 300 milliards de dollars, on ne peut plus ignorer cette information, hein. C'est une information quand même qui est importante et qui permet effectivement de pouvoir transférer du dollar vers de la crypto. On peut également échanger ces dollars contre des actifs du monde réel à travers différents échangeurs centralisés ou décentralisés. Aujourd'hui, on peut intervenir sur le S&P 500, sur les matières premières, sur plein d'actifs, sur des actions aussi américaines, directement sur la blockchain. Et généralement, ça se fait à travers les stablecoins. Donc, effectivement, ces USDT, USDC prennent de l'ampleur et aujourd'hui, on a une capitalisation qui continue d'augmenter. Moi, ce que je surveille concernant les stablecoins, c'est leur dominance sur le marché crypto. Plus on a une dominance des stablecoins qui augmente et plus ça veut dire qu'on a une sortie des capitaux sur les actifs à risque volatiles, notamment le BTC et les altcoins. Et c'est vrai que depuis quelques jours, là, on a une augmentation de la dominance des stablecoins sur le marché. Et moi, j'attends vraiment un retournement de cette dominance pour envisager un redéploiement des capitaux justement plutôt sur les actifs à risque et notamment BTC que je surveille particulièrement. Du coup, ça renforce le rôle du dollar comme monnaie de réserve dans le monde. C'est probablement ça. Il n'y a pas un risque quand même d'hyper-concentration, comme vous l'avez dit, USDC, c'est Circle, je crois, de mémoire. USDT, ouais, c'est ça, c'est Tether. USDC, c'est Circle. À eux deux, ils détiennent près de 80-90% de cette masse monétaire, si j'allais dire. Si je puis dire, il y a un risque de ce côté-là, non? Ah bah effectivement, on n'est pas sur des blockchains. Là, on parle pas de décentralisation, hein, on parle de stablecoins. Et d'ailleurs, on l'avait vu il y a quelques semaines, on en avait parlé ensemble ils avaient gelé plus de 344 millions d'USDT sur la blockchain Tron il y a 3-4 semaines par rapport à ce qui se passe notamment en Iran. Donc cette centralisation permet de pouvoir censurer potentiellement des transactions, pouvoir gérer des fonds, mais ça peut être aussi utile dans certaines situations également de hack, de pouvoir tout de suite bloquer des transferts de fonds, etc. Donc la centralisation a ses avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc effectivement, sur tout ce qui touche aux stablecoins, on est sur les entreprises et sur des sujets qui sont assez centralisés. Donc c'est un petit peu, on va dire, contradictoire avec la genèse de BTC, avec le white paper de Satoshi Nakamoto en 2009. Mais pour autant, on y voit un vrai intérêt, un vrai intérêt, notamment des institutionnels, hein, de pouvoir échanger des dollars ou d'envoyer des dollars d'un point A à un point B à l'autre bout du monde en quelques secondes, quelques millisecondes aujourd'hui. Donc, ça permet de fluidifier encore plus les capitaux et de faciliter les liquidités sur le marché. Et la capitalisation totale des stablecoins qui pourrait atteindre le trillion de dollars d'ici fin 2026 ou 2027, c'est un scénario crédible, du coup, porté par l'adoption institutionnelle, comme vous l'avez dit, les paiements on-chain et l'intégration croissante avec la finance traditionnelle. Tout ça sont des catalyseurs à la hausse. Trillion de dollars de capitalisation boursière, fin 2026, ça a du sens. On peut raisonnablement y croire. Moi, je ne serais pas surpris en tout cas, de se rapprocher de cette cible en fin d'année, voire plutôt 2027. Parce qu'avec les conflits qu'on voit en ce moment, ça a quand même un impact important sur le marché crypto. On a quand même un ralentissement de l'intérêt sur ces marchés-là. Et donc, en fonction des conflits au Moyen-Orient, je pourrais plus reporter cette cible à 2027, de mon point de vue. Peut-être un peu trop optimiste pour 2026. Clair. Alors que toujours autour de la sphère crypto planent toujours des affaires pénales, puisque pour le dossier Polymarket, il y a une nouvelle affaire de délit d'initié qui applique cette fois-ci un ingénieur chez Google. Voilà, de toute façon, dans tout système, il y a des brebis galeuses, il faut s'y faire, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Vous avez Polymarket qui a pris de l'ampleur sur les marchés prédictifs. Vous pouvez parier sur un peu tout et n'importe quoi, on va dire, sur cette plateforme. Et il y a eu effectivement des différentes enquêtes qui ont été menées suite à des délits d'initiés, des portefeuilles sur lesquels il y avait très peu d'argent, qui ont gagné tout de suite beaucoup d'argent. Il y a eu plusieurs cas ces dernières semaines. Donc, c'est des plateformes justement dans certains pays qui ne sont pas autorisées, qui sont carrément bannies. On ne peut pas y accéder depuis une adresse IP, par exemple, en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ces plateformes ont un vrai besoin d'être surveillées, d'être régulées pour éviter justement ces fameux délits d'initiés. L'ingénieur Google est qu'un exemple parmi tant d'autres. Lui, je crois qu'il a généré 1,2 million de dollars de mémoire, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui ont gagné beaucoup plus d'argent. Donc, quand vous avez accès à des informations privilégiées avant tout le monde, vous avez cette possibilité de pouvoir acheter le pari en fait sur cette plateforme et de pouvoir générer des bénéfices très très importants. Donc, c'est des plateformes qui sont de plus en plus regardées par les États, par la réglementation. Et je ne serais pas surpris que dans les 12 à 18 prochains mois, il y ait un renforcement, en tout cas, des contrôles et de la surveillance de ce type de plateforme. Ouais, très clair, effectivement, ça semble assez logique. Dernière question, Mohamed, d'un point de vue purement technique, graphique, comment est-ce qu'on anticipe la semaine à venir dans un contexte géopolitique hyper mouvant, dans un contexte de politique monétaire aussi qui va revenir sur le devant de la table, un indice PCE publié tout à l'heure, on va arriver à quelques jours, quelques semaines des prochaines décisions des grandes banques centrales de la planète. Comment est-ce qu'on se positionne face à tout cela? Pour ceux qui sont en dehors du marché, je pense qu'il ne faut pas rentrer sur le marché tout de suite. Peut-être se positionner plutôt sur des achats limites en spot dans un horizon d'investissement moyen-long terme. Et pour ceux qui font du trading à court terme, il vaut mieux éviter de mettre le doigt dedans parce qu'on peut partir dans un sens comme dans l'autre très vite. On a une volatilité implicite, comme je le disais, qui est très faible, mais qui peut repartir à la hausse en fonction des nouvelles qu'on aura dans les prochaines semaines. On parle de pricer les nouvelles dans les cours. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que le marché fait un petit peu ce qu'il veut, et en tout cas le marché crypto. Il n'est pas forcément hyper sensible depuis déjà 2-3 mois, un petit peu à ce qu'on voit sur le plan économique et économique au niveau mondial. Donc aujourd'hui, moi, je m'en fierais simplement à mes graphiques. Si je suis sur BTC en ce moment et que j'ai acheté un petit peu en dessous, je vais essayer plutôt de dérisquer mon portefeuille à court terme et j'essaierai de rentrer plus bas. Et si je ne suis pas actuellement positionné sur le marché crypto, je positionnerai plutôt des ordres limites à 10-15% en dessous des niveaux actuels. Et sinon, je pourrais également me positionner, pour ceux qui maîtrisent le produit des options, de me positionner sur des achats de call, par exemple, puisqu'on a une volatilité qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, une volatilité qui a quasiment été divisée par 3. Donc, on a aussi cette possibilité, dans un horizon à 3-6 mois, de pouvoir jouer un scénario haussier pour ceux qui voudraient le jouer, en achetant par exemple des calls sur des strikes autour entre 60 000 et 55 000 dollars. Donc voilà, pourquoi utiliser ce produit? Pour éviter d'être exposé uniquement au côté directionnel. Les primes coûtent moins cher en ce moment puisque la volatilité a baissé. Et vous avez cette possibilité de laisser du temps à votre scénario de se mettre en place. Vous pouvez jouer une échéance trimestrielle ou même en fin d'année, pourquoi pas l'échéance de décembre. Et c'est vrai qu'en ce moment, le marché crypto est quand même très, très mou, très peu regardé par le retail. Quelques institutionnels qui sont très présents et qui continuent d'acheter en spot pour accumuler en trésorerie de leur entreprise. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les opportunités sont quand même plutôt limitées sur le marché crypto. Je citais 2-3 altcoins la semaine dernière, pardon, notamment VVV, Hype et Zcash. Et ils ont tous les trois pas mal retracé aussi depuis la semaine dernière. Donc j'en parlais, ça peut monter très vite, très fort, et ça peut baisser très vite, très fort sur les altcoins qui ont des liquidités et des volumes beaucoup plus faibles. Donc ça peut être assez violent dans les deux sens. Donc il faut vraiment faire attention quand on se positionne sur ces actifs et éviter de rentrer sur ces marchés avec de l'effet de levier. C'est le mot à retenir, je dirais, pour ce qui se passe en ce moment. Ok, donc gardez raison et gardez la tête froide. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous ce matin. Mohamed Ganet, vous êtes fondateur de MyScaling, expert crypto, et avec nous tous les jeudis pour nous aider à comprendre un marché qui est extrêmement technique et qui demande beaucoup de pédagogie. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine et nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on ouvrira notre page géopolitique avec notre invité Henri Malos, ancien président du Comité économique et social européen, avec lequel nous allons revenir sur le dernier livre qu'il a coécrit, l'Europe stop ou encore, et on parlera également un peu de l'actualité libanaise, la délicate actualité libanaise. À tout de suite sur TFinance.